et bienvenue à cette présentation de thèse qui porte sur l'évaluation et l'amélioration de méthodes permettant de déterminer les vitesses en surface d'écoulement à partir d'analyses de séquences d'images. Donc, c'est une thèse CIFRE qui a été financée par EDF R&D et accueillie principalement à INRAE Lyon. La thèse a été encadrée par Jérôme Lecause, Magali Jodot et Alexandre Hoët. Donc, au cours des travaux de thèse, on s'intéresse à des outils qui permettent de mesurer la vitesse de cours d'eau, donc des cours d'eau qu'on va retrouver principalement en milieu naturel. Connaître la vitesse de ces cours d'eau va permettre d'appréhender les différents flux qu'il peut y avoir au sein de la rivière, par exemple les flux de température ou alors les flux de sédiments. Ça va permettre également de mieux comprendre l'impact de l'eau sur les différentes infrastructures, que ce soit des barrages ou des retenues, mais également de comprendre l'impact des infrastructures sur l'eau. Avec par exemple ici, pour valider le design de passe à poissons, on va mesurer les vitesses et s'assurer qu'on ait des vitesses qui soient suffisamment attrayantes pour que les poissons utilisent ces passes à poissons. La mesure de vitesse, elle va aussi permettre de mieux comprendre les conditions hydrauliques qui sont propres à la présence de faune et de flore aquatique. Cette mesure de vitesse, on va pouvoir aussi s'en servir pour déterminer le débit sur un cours d'eau. Donc le débit, ça représente la quantité d'eau qui va s'écouler par unité de temps. Et cette information, connaître le débit dans une rivière, c'est utile pour la gestion de la ressource en eau, pour le dimensionnement d'ouvrages et aussi pour faire de la prévention et se prémunir face à des situations extrêmes telles que des crues. Donc là, on a un exemple, par exemple, le réseau Vigicru, qui est un réseau d'alerte nationale par rapport au risque cru. Pour mesurer les vitesses, on utilise un certain nombre d'outils. Donc, on a des outils qui sont utilisés de manière traditionnelle sous des outils qui sont intrusifs, c'est-à-dire qu'on a besoin de les immerger dans le cours d'eau et de les déplacer tout au long de la zone de mesure. Donc, de ce fait, on a une mesure qui va prendre du temps. Donc, ces capteurs ne sont pas très appropriés à une mesure sur des écoulements qui vont fluctuer dans le temps. Et on a également besoin d'avoir un accès à la rivière, ce qui fait que ces outils ne vont pas être adéquats à des mesures lorsqu'on a un niveau d'eau qui est trop faible ou alors lorsqu'on est en situation de crue. Donc, on va avoir des vitesses très importantes, la présence de débris flottants qui fait qu'on ne pourra plus immerger nos capteurs. Pourtant, la mesure en crue, elle représente un fort enjeu et on a besoin d'avoir des données pour arriver à mieux comprendre ces événements. Donc, depuis les années 2000, il y a des capteurs qu'on appelle non intrusifs qui sont apparus. Ce sont des capteurs qui vont permettre de mesurer les vitesses à la surface de l'eau depuis une berge ou depuis un pont. Donc, grâce à ces outils, on va pouvoir réaliser une mesure en sécurité et arriver à avoir des données là où avant on n'avait pas d'informations. Voilà. Parmi ces outils, on retrouve les caméras, donc, qui vont présenter l'avantage de pouvoir, comme je l'ai dit, mesurer en sécurité, mais en plus de pouvoir être automatisé, c'est-à-dire qu'en laissant une caméra à demeure sur un cours d'eau, on va pouvoir réaliser une mesure de vitesse et donc de débit en continu et arriver à suivre différents événements. Donc là, on a l'exemple de 2 stations EDF sur différentes rivières. Ensuite, les caméras, elles présentent l'avantage de pouvoir mesurer le champ des vitesses 2D à la surface de l'eau. Donc, cette mesure, elle va être particulièrement intéressante pour arriver à mieux comprendre des écoulements complexes. Donc là, ici, on voit une application en laboratoire, donc à une échelle assez petite, mais on va pouvoir aussi utiliser les caméras sur des échelles beaucoup plus grandes. En fait, avec les progrès de la microélectronique, les capteurs images sont devenus de plus en plus petits, donc on peut facilement les monter sur des drones, arriver à prendre de la hauteur et réaliser une mesure de vitesse sur des tronçons de rivière de plusieurs centaines de mètres. Donc, les caméras, elles sont aussi devenues maintenant de plus en plus accessibles en termes de prix, ce qui fait qu'elles sont maintenant très largement utilisées. Donc, la première utilisation de caméras pour réaliser de la vélocimétrie en surface, donc de la mesure de vitesse en surface, elle apparaît au milieu des années 90. Et donc là, l'idée, ça a été de reprendre des algorithmes qui étaient utilisés en laboratoire et de les appliquer au milieu naturel. Donc, l'idée générale, c'est de venir suivre des particules qui sont ensemencées à l'écoulement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en laboratoire, on a des conditions idéales dans le sens où on maîtrise la position de la caméra, l'ensemencement de notre fluide et l'éclairage avec un laser, par exemple. En milieu naturel, on a des conditions qui sont beaucoup plus difficiles puisqu'on ne maîtrise pas l'éclairage, ni la position de la caméra, ni ce qu'il va y avoir à la surface de l'eau.
Donc là, ici, la mesure de déplacement, elle se base sur les mouvements visibles en surface de figures de turbulence, de mousse, d'écume ou bien de débris flottants. Donc la méthode générale qui permet de partir d'une vidéo et d'arriver à avoir une mesure de vitesse, on va commencer par extraire une rafale d'images, donc on connaîtra parfaitement l'intervalle de temps entre chaque image successive. Comme on est en milieu naturel, il est possible des fois qu'on ait des mouvements de la caméra, si l'acquisition n'a pas été réalisée sur un trépied. Donc, une première étape optionnelle, c'est de réaliser la stabilisation de la séquence. Donc, on va aligner toutes les images sur la première, comme on peut voir ici à droite, de manière à s'assurer que seuls les mouvements visibles sur la séquence d'images sont les mouvements à la surface de l'eau. Après ça, on a l'étape d'orthorectification. Donc, cette étape, elle se sous-divise en 2 étapes. La première est la calibration de caméra. En fait, quand on parle de calibration de caméra, c'est qu'on cherche à faire le lien entre la position d'un objet dans la scène, donc il va avoir une position X, Y, Z, et sa projection sur l'image. Donc, dit autrement, on utilise une formulation mathématique, une équation, qui va nous permettre de définir la position sur l'image d'un point. En milieu naturel, pour les applications d'imagerie en milieu naturel, on utilise souvent la DLT, donc c'est cette équation-là, qui va permettre de relier la scène à l'image au moyen de 11 coefficients. Et donc, lorsqu'on fait la calibration de caméra, c'est qu'en fait, on va chercher à déterminer la valeur de ces 11 coefficients. Donc pour cela, on utilise des points de référence, qu'on appelle des GRP. Ce sont des points dont on connaît les coordonnées sur la scène et les coordonnées sur l'image. Donc, en ayant un nombre suffisant de ces points avec une distribution correcte autour de la rivière, on va pouvoir estimer les coefficients et donc lier nos 2 repères. La deuxième étape de l'orthorectification, c'est la rectification de la perspective. Comme on peut le voir sur ces images, en fait, à la surface de l'eau, on voit qu'il y a un effet de perspective qui fait que le déplacement qu'on va mesurer ici en pixels ne représentera pas la même taille en mètres que le déplacement qu'on mesurera dans le fond de l'image. Or, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir une ortho-image, c'est-à-dire une image sur laquelle la taille du pixel est la même tout au long du plan d'eau. Donc, cette taille est constante et elle est également connue. Donc, pour ça, on détermine la position de la surface de la rivière. Donc, on fait l'hypothèse que la surface de l'eau est assimilable à un plan. On identifie sa position sur l'image et ensuite, grâce à la calibration de caméra, on va pouvoir reconstruire une ortho-image. Donc, cette ortho-image, c'est en quelque sorte une image comme si on l'avait prise du dessus. Il n'y a pas de perspective. Ensuite, sur des ortho-images consécutives, on va pouvoir réaliser la mesure de déplacement. Donc ici, en suivant les différents traceurs qu'on a à la surface. Et donc là, pour cette étape d'analyse de vitesse, on a différentes approches possibles, différentes méthodes qui sont apparues à travers les années. Je vais vous présenter ici la première méthode donc, qui est apparue en 1994, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la méthode de LSPIV. Donc ici, l'idée, c'est de venir rechercher la position d'un motif à l'image suivante. Donc, on définit la taille d'un motif, ici, et on va venir rechercher la position de ce motif sur l'image suivante dans une zone de recherche. Donc, la zone de recherche, ça correspond à la zone des possibles déplacements. Et donc, pour retrouver la position, en fait, on va venir scanner cette zone de recherche et comparer tous les motifs qui vont être compris dans cette zone de recherche, à l'image 2, au premier motif à l'image 1. Donc, on réalise une mesure de similarité, donc c'est un coefficient de corrélation qu'on va avoir, qui vaut 1 lorsque les motifs sont exactement similaires et 0 lorsqu'ils sont très différents. Une fois qu'on va avoir réalisé ce scan, on a un champ de corrélation finalement au sein de notre zone de recherche. Et donc, on va avoir un pic qui correspondra, donc là c'est la zone de recherche vue en 3 dimensions, et on va avoir un pic qui correspondra à la position la plus probable de notre traceur à l'image suivante. Et donc, en identifiant la position de ce pic, on va pouvoir retrouver le déplacement entre 2 images. Donc, cette identification du pic, elle peut être réalisée avec une précision inférieure au pixel. Et donc, connaissant le déplacement, on va pouvoir avoir la vitesse instantanée, sachant qu'on a également l'intervalle de temps entre images successives. Donc, cette opération, elle est réalisée sur une grille qui est fixe entre chaque couple d'images de la séquence. Et donc, on va avoir entre chaque couple d'images un champ de vecteurs instantanés. Ces champs de vitesse, ils vont être filtrés pour écarter les erreurs et ensuite, ils peuvent être moyennés
pour obtenir finalement le champ des vitesses moyens sur toute la séquence, qu'on a reprojeté ici sur l'image source. À partir de ce champ de vitesse moyen, on va pouvoir déterminer le débit, si c'est la quantité qui nous intéresse. Donc, pour déterminer le débit, on a besoin d'une bathymétrie. Donc, en fait, c'est une topographie de la section. C'est ce qu'on voit en bleu ici. Et on a besoin de la valeur du coefficient de surface. Donc, en fait, c'est un coefficient qui va relier la vitesse mesurée à la surface à la vitesse moyenne sur toute la hauteur d'eau. Voilà, donc il y a des valeurs typiques en rivière ici. Et en fait, ce coefficient, il va varier en fonction des rugosités du fond. Voilà, donc je vous ai présenté la méthode de LSPIV. Comme je l'ai expliqué avant, à travers le temps, on peut voir ici qu'il y a un certain nombre d'autres méthodes qui sont apparues. Donc là, c'est une liste non exhaustive. Et ce que je veux montrer ici, c'est que à travers le temps, les publications continuent. Je regarde ici en jaune les publications scientifiques qui mentionnent la mesure de vitesse en surface par analyse d'image. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que parmi ces publications, on a encore une très large majorité qui mentionne la LSPIV, c'est-à-dire, autrement, que la LSPIV reste largement étudiée d'un point de vue recherche. Voilà. Donc, c'est ce qui explique aussi qu'on s'intéresse à cette méthode qui est toujours au goût du jour. Les travaux, donc il y a forcément la méthode. Maintenant, il y a des logiciels qui vont implémenter cette méthode. Nous, au cours des travaux, on s'intéresse au logiciel FUDA-LSPIV, qui est un logiciel co-développé par EDF et INRAE depuis 2009, donc qui est libre, open source et utilisé par environ 300 personnes. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a également d'autres logiciels qui sont apparus. Là, pareil, la liste n'est pas exhaustive. Et il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui sont apparues sur les 10 dernières années qui proposent maintenant des solutions clés en main pour réaliser de la mesure de vitesse par imagerie. Donc, on voit qu'il y a un certain engouement, que ce soit de la recherche ou aussi de l'opérationnel, pour la mesure par imagerie. Toutefois, on peut se demander si ce capteur est réellement opérationnel. Et en fait, on va voir qu'il y a encore certaines limites. Donc, un capteur opérationnel, ce sera un capteur qu'on puisse utiliser de manière fiable, qu'on ait évalué et qu'on puisse utiliser pour toutes les applications dans lesquelles on aimerait l'utiliser. Alors déjà, une application typique qui nous intéresse fortement, c'est la mesure de vitesse le long d'évacuateurs de crues de barrages. Donc là, je donne un exemple qui est assez parlant. C'est l'accident du barrage d'Oroville aux États-Unis en 2017. Donc là, on voit qu'on a des très fortes vitesses d'écoulement qui ont en fait conduit à une érosion prématurée de l'évacuateur et qui ont amené à la rupture. Donc là, on voit la taille des infrastructures. C'est assez, c'est 60 mètres de large, l'évacuateur. Et donc, cette rupture s'est aggravée à travers le temps, ce qui a conduit à l'évacuation de plus de 200 000 personnes. Voilà, donc c'est un accident assez important. Et donc, on aimerait arriver à se prémunir par rapport à ces situations, en France notamment, et réaliser une mesure préventive, donc arriver à évaluer la vitesse de chute tout au long des évacuateurs de crues. Seulement, donc, on a des conditions d'écoulement particulières, puisqu'on a des infrastructures très grandes, des vitesses très élevées. Donc, l'imagerie est la seule à pouvoir être utilisée. Mais ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une surface qui est incurvée. Or, on a vu avant que l'imagerie ne peut être utilisée, la mesure par imagerie ne peut être réalisée que dans un plan. Ce qui signifie qu'on ne va pas pouvoir mesurer les vitesses dans la partie incurvée de l'évacuateur ou de la lame déversante. On a une première limite d'utilisation. Ensuite, la méthode de LSPIV, il a été remarqué dans la littérature que c'est une méthode qui est sensible à son paramétrage. Donc, c'est-à-dire que les choix de paramètres qui sont réalisés par l'utilisateur vont avoir un impact sur la mesure. Donc, on a une fiabilité qui peut être limitée. Cette sensibilité, elle est due au fait qu'on a un certain nombre de sources d'erreurs, c'est-à-dire des situations qui vont pouvoir créer des erreurs de mesure. Donc là, la première, c'est le manque de traceurs. On peut voir à l'œil déjà, sur ces images-là, on arrive à suivre les déplacements de traceurs artificiels ajoutés à la surface, mais il y a des zones où on n'a pas de traceurs. Donc, du coup, on va avoir possiblement des erreurs de vitesse dans ces zones-là. On va avoir les mêmes problèmes lorsqu'on aura des motifs fixes à la surface, par exemple des reflets ici ou des ombres. Voilà. Donc, ces situations-là, elles peuvent impacter la mesure. Et ce qu'on aimerait, c'est arriver à évaluer justement quel impact elles pourraient avoir. Donc, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir comparer la vitesse mesurée par imagerie à une référence dans ces différentes situations. Seulement, l'évaluation, elle est également limitée. Ce qu'on peut noter, c'est qu'ici, avec l'imagerie, on mesure le champ des vitesses 2D à la surface, alors que tous les outils de référence qu'on a mesurent principalement la vitesse au sein de l'écoulement, donc sous la surface, et en plus, généralement, le long d'une section de mesure.
Ce qui fait qu'on va avoir besoin d'extrapoler la mesure de référence, ce qui va ajouter à son incertitude, ce qui va limiter l'évaluation. Ensuite, la deuxième limite sur l'évaluation, c'est qu'on ne maîtrise pas les conditions. Donc, on va avoir du mal à reproduire les différentes sources d'erreurs, hein. Par exemple, si on veut jouer sur l'éclairage, faire varier la position de la caméra, la densité de traceurs qu'on a à la surface, ça, on va avoir du mal à le faire puisqu'on ne maîtrise rien. Voilà, donc on voit qu'il y a finalement 3 limites et donc la thèse, les travaux de thèse ont porté sur ces 3 limites. À savoir, la première partie des travaux, arriver à étendre l'application des méthodes d'imagerie à des surfaces incurvées. Donc là, on se place dans le contexte d'évacuateurs de crues et on aimerait savoir si on peut arriver à valoriser le fait qu'on connaisse exactement la géométrie de l'écoulement, la géométrie de l'évacuateur. Ça, c'est première problématique. La second objectif, améliorer la robustesse de la méthode LSPIV, donc arriver à mieux comprendre la sensibilité à l'utilisateur et, si possible, réduire cette sensibilité. Troisième partie des travaux, améliorer le processus d'évaluation des méthodes en utilisant notamment des images de synthèse. Donc, je vais commencer cette présentation sur l'application de l'imagerie à des surfaces incurvées. Donc, ce qu'on cherche à faire ici, en quelque sorte, c'est une mesure de vitesse qui serait 3D, puisque là, on n'est plus dans un plan, hein. Et donc, pour ce genre de mesure, en tout cas, pour faire de la mesure en 3D, on utilise généralement en imagerie des systèmes de stéréovision, qui sont des systèmes où on a 2 caméras et qui vont permettre de mesurer la profondeur, donc d'avoir une mesure 3D. Seulement, ces systèmes, ils sont lourds, ils peuvent être onéreux, et en plus, on a besoin d'avoir une synchronisation parfaite des caméras, et ils peuvent avoir une résolution qui est limitée, ce qui fait que leur utilisation ne sera pas forcément adaptée à des évacuateurs de crues qui peuvent avoir des tailles très importantes. Donc, on a préféré évaluer une solution différente qui utiliserait, comme je l'expliquais, la connaissance de la géométrie de l'écoulement. On a proposé une méthode qui s'appelle orthocide pour orthorectification de surface cylindrique droite. Surface cylindrique droite, en fait, ça désigne, c'est le nom géométrique qui désigne les surfaces auxquelles on s'intéresse. Donc, ça correspond, dit grossièrement, à des surfaces incurvées. Et en fait, expliqué plus finement, ce sont des surfaces par lesquelles on peut faire passer des génératrices. Ces génératrices, elles ont la particularité d'être parallèles entre elles et d'être perpendiculaires au plan de la directrice. Donc, la directrice, elle correspondrait dans notre cas à la coupe longitudinale de notre évacuateur. Et la génératrice, la taille de la génératrice correspondrait à la largeur de notre évacuateur. Et donc, sur cette méthode, on fait l'hypothèse que l'écoulement le long de cet évacuateur de crue suive exactement la géométrie. Voilà, donc cette méthode, pour construire une ortho-image, la première étape, ça va être de créer un maillage régulier qui suive la surface. Donc, en d'autres termes, c'est une grille qu'on va projeter à la surface, qui doit suivre exactement la surface, et dont les points sont espacés à chaque fois d'une même distance. Donc, sachant qu'on connaît l'équation de la directrice, cette équation en rouge, et qu'on connaît la largeur de l'évacuateur, on va pouvoir construire ce maillage. Ensuite, grâce à la calibration de caméra, on va pouvoir projeter ce maillage sur l'image. Donc, l'idée, en fait, c'est que chacun des nœuds du maillage, chacun des points ici, représente un pixel de notre ortho-image. Donc, pour connaître la valeur de ce pixel, on a besoin de projeter le maillage sur l'image. Et en chacun des nœuds, on va extraire la valeur du pixel pour reconstruire ici l'ortho-image. Cette méthode, pour la valider, on a créé différents cas de synthèse. Donc là, on a une surface incurvée. Donc l'avantage du cas de synthèse, c'est qu'on maîtrise complètement tous les paramètres. On connaît la forme de la surface, on connaît les paramètres de la caméra. Et là, on a projeté à la surface un damier. Pour valider la méthode, ce damier, on a généré 2 images sur lesquelles on a déplacé le damier d'un déplacement connu, donc de 16 pixels par 16 pixels par exemple. En fait, on voit qu'on a une surface qui est très texturée, qu'on va pouvoir suivre facilement. Et donc, on va réaliser une mesure de déplacement tout au long de la surface. Et les résultats de cette mesure de déplacement vont en quelque sorte permettre d'estimer la qualité de l'orthorectification. Donc, si on a des résultats qui sont très proches de la référence, on peut admettre que l'orthorectification est correcte. Donc, on a réalisé une mesure de déplacement par LSPIV sur les 6 cas qui sont ici. Donc là, on voit le nom des 6 cas.
Et ce qu'on regarde là, c'est les erreurs entre le déplacement mesuré et le déplacement de référence. Ici, les erreurs en pixels et ici, les erreurs en pourcent. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que globalement, on a des erreurs qui sont de l'ordre du pourcent et donc qui sont en très bon accord avec la référence, ce qui nous permet de valider la méthode orthocide. Après cette validation, on a réalisé plusieurs essais, dont un essai que je vous présente ici en laboratoire, donc dans les halls de EDF R&D. Donc ici, sur un petit canal, on a placé un seuil qui a permis d'obtenir une lame déversante. Et donc, on va chercher à mesurer les vitesses tout au long de la chute avec cette caméra frontale et en suivant des traceurs ajoutés à l'écoulement. Pour obtenir l'équation de la directrice, cette équation qu'on voit en rouge, on a utilisé une caméra latérale sur laquelle on va pouvoir déterminer le profil. Donc, lors de ces essais, on a comparé, l'idée c'était de comparer la méthode orthocide à une méthode classique d'orthorectification sur laquelle on fait l'hypothèse que l'écoulement suive un plan. Donc là, ce qu'on voit en vert, c'est le plan utilisé pour l'orthorectification classique. Et ce qu'on a ici en rouge, c'est la directrice. Donc cette directrice, on l'a utilisée pour construire le maillage qui suive la forme de l'écoulement. Et là, on voit par exemple le maillage qui a été projeté à la surface de l'écoulement. On voit déjà qu'il est en bonne adéquation, qui a l'air de bien ressembler à ce qu'on a, la surface d'écoulement. Donc là, on a les deux ortho-images obtenues. Donc on peut voir que sur l'orthorectification classique, sur toute la partie à l'amont du seuil, on a toujours la présence d'un effet de perspective à la surface, alors que la méthode orthocide, elle, permet d'avoir une ortho-image qui est valide tout au long de la chute, à la fois avant et après. Donc pour confirmer ça, on a mesuré les vitesses de chute tout au long de la chute. Et donc, on a comparé ici les vitesses de chute mesurées sur les ortho-images construites avec la méthode orthocide à celles construites avec la méthode classique. Et donc, ce qu'on voit en rouge, c'est le profil théorique de vitesse. Et on peut voir que la méthode orthocide permet d'obtenir des résultats qui sont en meilleure adéquation avec le profil tout au long de la chute. Donc, à la fois sur la partie courbée et sur la partie droite. Alors que la partie orthoplan, l'orthorectification classique, pardon, ne permet d'avoir des résultats corrects que sur la partie plane et non sur la partie courbée. Voilà, donc pour conclure là-dessus, on voit qu'on a proposé une méthode qui est simple et qui permet de répondre à des problèmes d'ingénierie et de recherche. Donc, elle a été validée sur des cas de synthèse et on a pu l'appliquer sur différents cas de terrain ou de laboratoire pour essayer de mieux comprendre les limites de la méthode. Donc, l'avantage, c'est que cette méthode, elle va permettre de valoriser des anciennes prises de vue, c'est-à-dire des images qui ont été prises avec une seule caméra, mais dont on connaîtrait la géométrie de l'écoulement. Maintenant, les limites qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une forte sensibilité à la précision de la calibration de la caméra, donc au nombre de points de repère qu'on va utiliser et à leur répartition. Et la deuxième limite, assez importante, c'est l'hypothèse qu'on a utilisée. Est-ce que l'écoulement qu'on va mesurer suit réellement la surface de l'évacuateur qu'on a utilisé? Maintenant, la deuxième partie des travaux, donc, qui traite de la sensibilité de la méthode de LSPIV. Donc, ces travaux ils font l'objet d'un article qui est actuellement en révision. Donc, comme on a pu le voir en introduction, la méthode de LSPIV, elle est sensible aux choix réalisés par l'utilisateur, aux paramètres. Donc, pour évaluer cette sensibilité, il y a une comparaison interutilisateur qui a été réalisée en 2020. Donc, l'idée, ça a été de donner 8 vidéos à un panel d'utilisateurs, donc environ une vingtaine d'utilisateurs. Et sur chaque vidéo, on a comparé les résultats obtenus par les différents utilisateurs. Ces résultats, on a pu les comparer à une référence de débit qu'on avait. Ensuite, donc, ce qui est important de noter, c'est que parmi ces participants, on a une large majorité qui utilisait le logiciel FUDA LSPIV. Donc, nous, on va s'intéresser surtout à ces participants-là. Et il est intéressant de noter aussi qu'ils avaient différents niveaux d'expérience, soit des étudiants qui débutent avec la méthode ou alors des personnes, des hydromètres confirmés. Ici, je vous présente donc sur chacune des vidéos, on s'intéresse aux écarts mesurés par les participants, donc les écarts entre le débit mesuré et le débit de référence. Donc, dans l'idéal, il faudrait que tous les résultats soient le plus proche de 0 possible. Bien sûr, le débit de référence, il a une incertitude. Donc, cette incertitude, elle est imprimée en bleu ici. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que tous les résultats soient au mieux compris dans cette gamme d'incertitudes.
Or, on voit, par exemple, si on prend les résultats pour le premier cas, sur 15 participants, on a une large majorité qui a tendance à sous-estimer le débit, et on a des débits mesurés qui peuvent aller de plus 10 à moins 40%. Donc, on voit qu'il y a quand même une forte variabilité entre les différents utilisateurs. Ensuite, il est intéressant de noter que même dans des cas où la majorité des participants est en bon accord avec la référence, on peut quand même avoir des erreurs très fortes, ici qui vont jusqu'à 70%. Donc, la première étape, ça a été de réanalyser les données de ce challenge pour essayer de mieux comprendre quelles sont les raisons de cette sensibilité, quels sont les paramètres qui sont les plus sensibles pour chacun des cas. Donc ici, ce qu'on regarde, pour chacun des cas, je représente les résultats de l'analyse de sensibilité. Donc, on voit ici, par exemple, pour le premier cas, que l'intervalle de temps est l'un des paramètres les plus influents, mais que lorsqu'il est correctement paramétré tout seul, on améliore légèrement les résultats de débit. Idem ici pour les filtres. Si on paramètre correctement les filtres, on améliore légèrement les résultats. Mais ici, on a vu qu'il y avait un fort effet conjoint, c'est-à-dire que si on paramètre correctement l'intervalle de temps et les filtres, on va fortement réduire les écarts au débit de référence. Donc, on va fortement améliorer les résultats. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette interdépendance des paramètres, on l'a constatée sur un certain nombre de cas. Première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que, comme on le voit ici, la sensibilité d'un paramètre, elle varie en fonction du cas. Donc, avec ces conclusions, on a voulu aller plus loin et essayer de proposer des solutions pour assister l'utilisateur. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est qu'en fait, il y a un lien qui est assez important entre le paramétrage et le filtrage. Il faut donc qu'il y ait une cohérence entre le paramétrage et le filtrage utilisé. Donc, on va essayer de proposer des outils automatisés qui vont assurer cette cohérence entre paramètres et filtres, et également des nouveaux outils de filtrage pour mieux se prémunir face aux différentes sources d'erreurs qu'on a pu voir avant. Donc, ces outils automatiques, ils se basent sur les données à disposition, donc les points de référence qu'on a sur la scène. Le transect, c'est la section qu'on va utiliser pour mesurer le débit, sa position sur l'image, et aussi des hypothèses sur l'écoulement. Donc, comme on est dans le cadre de la mesure de débit, ici, je n'ai pas précisé, mais tous les outils sont dédiés à la mesure de débit, on peut faire l'hypothèse qu'on a un écoulement qui est quasiment unidirectionnel et qu'on a une cohérence des vitesses à la fois dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire que si on considère une petite zone de l'image, on va avoir des vitesses qui devraient être homogènes. Et si on considère un point dans le temps, on a également des vitesses qui devraient être homogènes. Alors, tout d'abord, les outils de paramétrage automatisé. Donc là, l'idée, ça a été en fait d'implémenter les règles de bonne pratique. Donc, ce qu'on a pu remarquer avec l'analyse de sensibilité, c'est qu'il est important que l'intervalle de temps soit suffisamment long pour garantir qu'on ait des déplacements mesurés entre images qui soient suffisamment importants. En fait, ce qu'il faut voir, c'est comme si on mesurait les déplacements avec une règle et que le pixel représente une graduation de la règle. Si on a des déplacements qui sont courts, on va avoir une moins bonne précision, justement, alors que si on a des déplacements qui sont suffisamment longs, on va avoir une meilleure précision. Et on arrivera mieux, justement, à séparer les résultats proches de zéro, qui peuvent être des erreurs de mesure, des autres résultats. Donc là, on a un outil qui cherche à définir le plus petit intervalle de temps. Il ne faut pas que l'intervalle de temps soit trop long non plus, puisque sinon, on va perdre le traceur. Le motif se sera trop déformé entre les deux images. Donc, on va déterminer le plus petit intervalle de temps qui garantit des déplacements suffisants, donc qui sont globalement supérieurs à 3 pixels. Après ça, on va automatiquement placer la grille de calcul autour du transect. Donc, le transect, comme je l'ai dit, c'est la section de mesure. Et là, l'idée, c'est d'avoir une grille qui soit dense, de manière à ce qu'on puisse utiliser une stratégie de filtrage drastique. Plus on va avoir de points de mesure, plus on pourra en supprimer aussi. Donc, on pourra être un peu plus difficile sur le filtrage, justement, pour écarter les sources d'erreurs. Et l'avantage d'avoir une grille qui est dense, c'est qu'on assure qu'il va y avoir une certaine cohérence spatiale. C'est-à-dire que vu que les points de mesure sont rapprochés, on s'assure que les mesures voisines devraient être à peu près similaires. Donc, on va utiliser ces deux hypothèses de déplacement suffisant et de cohérence spatiale pour le filtrage. Donc là, on assure le lien entre paramètres et filtres. Le premier filtre, donc on a toute une batterie de filtres qui est automatisée. Le premier, c'est celui de cohérence spatiale. Donc, on va écarter
les vecteurs vitesse qui diffèrent trop de leur voisinage proche. Donc, comme on peut voir ici, le vecteur rouge et le vecteur écarté. Après ça, on a un filtre sur le déplacement minimal. Comme on s'est assuré que la majorité des déplacements sont supérieurs à 3 pixels, on estime que les déplacements inférieurs à 0,75 pixels sont en fait des erreurs de mesure. Donc, on les écarte. Ensuite, il y a un filtre sur la valeur de corrélation. Donc, la corrélation, c'est la similarité entre les motifs qu'on a identifiés entre les deux images. Donc, tout d'abord, on met un seuil sur la corrélation. Et ensuite, on a proposé un filtre un peu original qui considère la largeur du pic de corrélation. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que si le motif est peu texturé et qu'il ressemble beaucoup à son voisinage, on va avoir un pic de corrélation qui sera très large. Donc, ça veut dire qu'en fait, on aura du mal à retrouver le motif à l'image d'après. Donc, plus le pic de corrélation est large, plus ça signifie qu'on est un peu incertain sur la position. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient comparer la largeur de ce pic au déplacement mesuré. Et on dit que si le pic est plus large que la moitié du déplacement mesuré, alors on écarte ce vecteur. Après ça, on a 3 filtres de cohérence temporelle. Donc, ce sont des filtres qui vont considérer toutes les vitesses mesurées en un point de la grille. Donc, tout d'abord, on va écarter les vitesses qui ne sont pas homogènes avec la distribution au point. Et ensuite, on a des filtres qui sont là beaucoup plus drastiques, qui vont écarter toutes les mesures en un point si on a une dispersion des résultats qui est trop forte. Donc ici, sur ce filtre-là, on s'intéresse à la vitesse débitante, qui est la vitesse perpendiculaire au transect. Si on a une trop forte dispersion, on va écarter ce point, en rouge ici. Et là, on s'intéresse à la variance circulaire. Donc si on a des points qui ont des vitesses, qui ont des angles qui sont trop dispersés, on écarte également le point. Pour que ce soit un peu plus parlant, je propose d'appliquer ça sur un cas. Donc ça, c'est le premier cas du Video Globe Challenge, où on a un ensemencement artificiel, ici des petites chips d'amidon blanches. Donc on voit déjà qu'il y a des zones, comme je l'ai expliqué, hein, où on a peu de traceurs, principalement ici, plutôt vers la rive droite. Donc ici, on a la grille qui est construite autour du transect. Le transect, ce sont les points noirs qu'on a ici. Et donc là, on réalise la mesure de vitesse. Donc, ce que je représente ici à gauche, ce sont tous les vecteurs mesurés donc entre toutes les images successives. Donc, ce sont les vecteurs violets. Et ce qu'on voit en blanc, ce sont les vecteurs médians en chaque point. Ici, à droite, ce sont les mêmes résultats, mais représentés différemment. On a les vitesses sur X, les vitesses sur Y et les distributions marginales associées. Et donc, ce qu'on a en blanc, ce sont les vitesses médianes. Donc, ce qu'on voit déjà ici, c'est que dans toute la zone où on n'a pas de traceur, on a des vitesses qui sont proches de 0. Donc ici, la flèche n'est pas représentée, mais ça correspond à ces vitesses qui sont proches de 0. Et donc, à cause de ces vitesses nulles, on a une forte sous-estimation du débit, donc ici de 13% environ. Et en appliquant le filtre de cohérence spatiale, on voit qu'on arrive déjà correctement à enlever tous les vecteurs erronés. Voilà, je refais un petit tour. Ensuite, grâce au fil de déplacement minimal, on commence à enlever une bonne partie des déplacements proches de 0. Voilà, donc là, on arrive à améliorer la vitesse dans cette zone-là. Donc, on réduit encore l'écart au débit de référence. Et maintenant, le filtre sur le pic de corrélation, on voit, va permettre correctement d'écarter tous les vecteurs qui sont erronés. Donc, ces vecteurs qui étaient proches de 0, qui correspondaient en fait à la position du fond, puisque sur les images, vu qu'il n'y avait pas de traceur, on voyait le fond, donc on avait des vitesses qui étaient nulles. Voilà. Donc là, on a une mesure qui est en bien meilleur accord avec le débit de référence. Après ça, on a le filtre de cohérence temporelle, où là, on va encore améliorer légèrement la mesure. Donc finalement, grâce à cette batterie de filtres, on voit qu'on a pu améliorer la mesure d'environ 10%, avec des résultats qui sont en bonne adéquation maintenant avec la référence. Donc, ces outils, pour valider, pour aller un peu plus loin, là, on a vu l'exemple sur un cas, ce qu'on a cherché à faire, c'est les appliquer sur l'ensemble des cas du Video Globe Challenge. Et même, on a voulu essayer de voir quels auraient été les résultats si les participants du Video Globe Challenge avaient eu ces outils. Donc, en fait, les participants, ils ont soumis un rapport de mesure. Dans ce rapport, il y a des mesures de débit, celles que je vous ai présentées en introduction, et il y a aussi un certain nombre de paramètres. Donc, on a utilisé ces paramètres
On a également donc appliqué les paramètres automatiques, les outils de paramétrage automatique, les outils de filtrage automatique, et on va venir comparer justement ces débits obtenus avec nos outils automatisés aux débits soumis par les participants. Voilà. Donc là, on retrouve ce que je vous ai présenté en introduction. Et là, pour chaque vidéo, on a toujours les écarts de débit à la référence. Et donc, on voit qu'avec les outils automatisés, on a des mesures de débit qui sont en bien meilleur accord avec la référence. On voit ici que le biais, donc la variabilité interutilisateur a été réduite de 17% initialement à 5% avec les outils automatisés. Et on a également amélioré le biais de mesure. Voilà. Donc, des résultats qui sont assez encourageants. Finalement, donc, au cours de ces travaux, on s'est rendu compte d'une part que toute la chaîne de traitement est importante. C'est-à-dire qu'à la fois le paramétrage et le filtrage doivent être réfléchis ensemble pour avoir des résultats qui soient robustes et corrects. On a utilisé donc une stratégie de filtrage drastique. L'idée, c'est de filtrer, quitte à trop filtrer, plus que sous-filtrer, pardon. Et donc, ces outils, on les a évalués sur le Video Globe Challenge, donc sur ces 8 vidéos, et on a pu constater une réduction de la dispersion des mesures et une réduction du biais, ce qui est donc très encourageant. Maintenant, les limites, c'est que forcément, on a évalué nos outils sur un jeu de données qui est limité, sur seulement 8 vidéos. Donc, on pourrait se demander comment est-ce que ces outils se comporteraient sur d'autres cas. Et la dernière limite, c'est la précision de la référence. Comme on a vu, on a des incertitudes sur la référence qui peuvent être fortes, à environ 10%, donc on ne peut pas évaluer plus finement les résultats qu'on a obtenus. Ce qui nous amène donc à la dernière partie des travaux, justement, est-ce qu'on va pouvoir améliorer cette méthode d'évaluation? Donc là, les travaux, ils ont fait l'objet d'un article qui est paru en 2022. Et donc, sur cette thématique d'évaluation, on s'intéresse ici à l'utilisation d'images de synthèse. Donc, les images de synthèse, l'avantage, en fait, c'est qu'elles vont permettre, sur les images, on peut maîtriser toutes les conditions, on les connaît, on les maîtrise, et on connaît également les vitesses de référence, ce qui va être particulièrement pratique pour évaluer nos outils. Donc, il y a certaines contributions, certaines images de synthèse ont été utilisées pour étudier nos méthodes d'imagerie. Seulement, comme on peut le voir sur ces images, on a des particules blanches qui avancent sur un fond noir, ce qui est finalement très peu représentatif de ce qu'on peut avoir en rivière. On ne représente pas ici les différentes sources d'erreurs que je vous ai présentées en introduction. Et donc, à partir de là, nous, on s'est demandé, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin et arriver à proposer des images de synthèse qui soient réalistes pour qu'on puisse arriver justement à reproduire ces différentes sources d'erreurs. Donc, la méthode qu'on propose, elle se base sur 2 outils, qui sont deux logiciels qui sont open source et qui sont des logiciels dédiés à l'infographie. Et donc, l'idée, ça va être de construire en fait une scène de synthèse au sein de laquelle on va venir simuler un fluide, simuler un écoulement. Et donc, ensuite, on va pouvoir créer des images de cet écoulement de synthèse et extraire les vitesses de référence à partir de la simulation. Donc, la scène, elle est créée sous Blender. En fait, on va modéliser le lit de la rivière, ce qu'on voit ici, placer un certain nombre d'éléments, par exemple, pour la rectification ou différents éléments sur la scène. Ensuite, on va simuler le fluide avec MantaFlow. Donc, avec MantaFlow, on a une simulation de fluide qui est un peu particulière. En fait, le fluide, il est représenté d'abord par des particules. Donc ici, il faut imaginer qu'on a une coupe longitudinale de l'écoulement, ici de la source jusqu'à un seuil. Et donc, on a des particules d'eau qui vont se déplacer et qui vont représenter le fluide. Ensuite, pour permettre d'avoir une image de ce fluide, on va construire donc, ce qu'on appelle un maillage, mais qui est en fait une enveloppe. On peut le voir ici, on a une enveloppe qui va venir calquer le nuage de particules, et c'est cette enveloppe-là qui va représenter le fluide, qui va représenter l'eau et l'écoulement à chaque pas de temps. Et donc, sur cette enveloppe, on va pouvoir attribuer un certain nombre de propriétés optiques. Donc là, on a une image avec le maillage qui a été créé. Donc, on voit avec en gris, en nuance de gris. Et ici, on va utiliser différents environnements et arriver à reproduire différents aspects de l'eau. Donc, pour une même simulation, un même maillage, donc une même enveloppe, on va avoir différents aspects. Ici, par exemple, on voit qu'on a moins de traceurs à la surface, on a quelque chose de moins texturé. Et ici, très texturé.
La dernière étape, c'est d'extraire les vitesses de référence. Donc, les vitesses, elles sont extraites de la simulation. Comme je l'ai expliqué sur la simulation, on vient déplacer ces particules entre chaque image. Et donc, on va pouvoir arriver à retrouver la vitesse exacte de ces particules à la surface, ce qui va nous permettre d'obtenir le champ des vitesses de référence à la surface de l'écoulement. Alors, je vous propose maintenant de sortir vos lunettes 3D. Voilà, en image, voilà ce que ça donne. Donc là, on a nos différents environnements de rivières qu'on a pu reproduire. Ici, les vitesses de référence qui sont obtenues du coup à chaque pas de temps sur une grille qu'on a paramétrée. On va pouvoir reproduire par exemple des mouvements de caméra. On voit qu'ici, il y a des reflets, des zones où on aura plus ou moins de traceurs. Là, on va pouvoir changer de point de vue, reproduire des captures faites depuis des drones, où on arrive là à reproduire des reflets du soleil, des ombres. Donc, on va pouvoir étudier toutes ces situations qui sont compliquées. Là, voilà, encore une fois, on voit qu'on a des zones très texturées, des zones beaucoup moins texturées, avec des paramètres de caméra différents et des positions différentes. Voilà. Donc, on va pouvoir reproduire beaucoup de nombreuses situations différentes, typiques de mesures de vitesse en surface. Donc, un petit exemple, à partir des vidéos que vous avez pu voir au début, on va évaluer justement la mesure par LSPIV, donc la mesure des vitesses en surface, pour différents aspects de la surface. Donc là, on a le cas du maillage, où on a une surface qui est texturée et qui serait presque parfaite, on pourrait dire, pour estimer les mouvements. Et là, on va avoir des surfaces un peu dégradées jusqu'à cet environnement E2, où on a finalement un aspect de surface où on a très peu de traceurs. Et donc, c'est ce qu'on voit ici en comparant les vitesses à la référence. On a finalement des écarts en pourcent qui peuvent être très importants. Donc là, sur le cas numéro 2, on a des écarts qui peuvent aller jusqu'à moins 40%. Et donc, ça va être intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à filtrer ces erreurs-là pour moins impacter la mesure de vitesse. Maintenant, en qualifiant un peu plus profondément la méthode, on a décelé une possible limite, en fait, qui est l'écart entre les vitesses de référence. Donc nous, comme on l'a vu, les vitesses de référence qu'on utilise, ce sont les vitesses des particules à la surface. Or, ce qu'on voit sur les images, ce sont les vitesses, les déplacements du maillage qui va venir, donc de l'enveloppe qui va être formée autour de ce fluide. Et donc, en fonction des paramètres de maillage qu'on va utiliser, on va avoir des aspects à la surface qui vont être différents. Et donc, forcément, on va avoir des vitesses apparentes à la surface qui seront différentes, malgré le fait que les vitesses de référence restent toujours les mêmes. Voilà. Donc, dit autrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vitesses de référence qu'on utilise, elles servent à déplacer les particules et elles ne servent pas à déplacer le maillage à l'enveloppe qu'on voit à la surface. Donc, un petit exemple ici, on a réalisé une analyse LSPIV sur le nuage de particules, ici, et sur le maillage qui a été construit autour du nuage de particules. Donc, on voit ici qu'on a des erreurs qui sont très faibles. Donc, les vitesses mesurées sont en très bonne adéquation avec la référence. Et là, on a finalement les erreurs qui sont propres à la LSPIV. Et on voit que lorsqu'on ajoute un maillage autour des particules, on a un biais, ici, qui est de l'ordre de 3%, qui est formé et qui est dû justement à ce problème de maillage. C'est-à-dire que le maillage en surface ne représente pas correctement les mouvements des particules en dessous. Voilà. Donc, ce maillage, cette erreur ici, elle a été constatée pour la simulation dont je vous ai présenté les résultats avant. Donc, on a une erreur, un biais qui est de l'ordre de 3%, mais qui reste tout de même acceptable par rapport aux erreurs environnementales qu'on étudie, qui sont normalement de l'ordre de plus de 10%. Voilà. Donc, pour conclure sur ce chapitre, on a une méthode originale qui va permettre de reproduire de nombreuses sources d'erreurs, ce qu'on ne pouvait pas faire forcément avant. Donc, l'avantage d'utiliser le logiciel Blender, c'est qu'il y a une communauté très active et qu'on a énormément d'évolutions. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas encore explorées et qui restent à explorer avec ce logiciel. Maintenant, les images de synthèse réalistes qu'on a utilisées, comme je l'ai expliqué, on va pouvoir les utiliser pour réaliser des comparaisons, des méthodes, on va pouvoir valider des méthodes, mais aussi arriver à former des utilisateurs pour mieux sensibiliser aux différentes sources d'erreurs. Maintenant, il y a toujours ce biais qui est présent entre les vitesses de référence et les vitesses apparentes. Et donc, on a vu qu'en utilisant une résolution de simulation qui va être suffisamment élevée,
on va pouvoir réduire ce biais. Et en plus, avoir des résultats qui sont beaucoup plus réalistes, comme on a pu voir sur les vidéos. Voilà, donc en conclusion, on a travaillé sur les 3 aspects, domaine d'application, sensibilité au paramétrage et évaluation. Et donc, la première partie des travaux que je vous ai présentés, donc l'objectif était d'appliquer la LSPIV sur des surfaces incurvées. On a vu qu'il y avait des limites, on ne pouvait pas actuellement réaliser cette mesure sur toute la géométrie du coursier. Donc nous, on a proposé une méthode qui est implémentée et disponible, qui va permettre du coup de mesurer ces vitesses, même sur des surfaces incurvées, donc tant que la géométrie est connue. La méthode, elle a été validée et elle a été évaluée dans différents cas typiques d'utilisation. Sur la deuxième partie des travaux, on s'est intéressé à la sensibilité de la LSPIV. Donc, d'une part, à quoi est due la sensibilité et d'autre part, comment est-ce qu'on peut arriver à réduire cette sensibilité. Donc, grâce au jeu de données de la comparaison interutilisateur, donc de l'intercomparaison, on a pu mieux comprendre l'effet opérateur, mieux comprendre le lien entre paramètres et filtrage. On a pu proposer des outils automatiques qui ont pu être validés sur les données du Video Globe Challenge, avec des résultats très encourageants. Enfin, concernant le processus d'évaluation, on a proposé une méthode qui est originale pour produire des vidéos réalistes. Donc, comme je l'ai expliqué, on a cette influence de la résolution qui va jouer sur la précision des vitesses de référence, avec ce biais possible. Mais malgré ça, donc, on a quand même une méthode qui est intéressante pour étudier les différentes sources d'erreurs. Et on a donc des jeux de données qui ont été disponibles et qui peuvent être utilisés pour de nombreuses applications. Maintenant, par rapport aux travaux, donc sur chacune des thématiques, on a construit des librairies Python qui sont disponibles, qui vont être partagées. Et il y a les outils automatisés ont pour but d'être implémentés dans le logiciel FUDA LSPIV, donc spécifiquement pour réaliser de la mesure de débit. Maintenant, à partir de tous ces travaux, on pourrait imaginer aller plus loin et arriver à mieux évaluer l'incertitude sur la mesure par imagerie. Actuellement, il faut comprendre qu'on n'a pas de formalisme complet qui permette d'évaluer l'incertitude sur la mesure, notamment parce qu'on n'a pas d'évaluation de l'incertitude sur la mesure de vitesse. C'est-à-dire qu'on peut estimer l'incertitude sur l'orthorectification, mais il nous manque la brique de vitesse. Donc là, avec ce qu'on a proposé, on pourrait justement imaginer conduire des intercomparaisons sur des images de synthèse, arriver peut-être à modéliser les sources d'erreurs, mieux comprendre leur impact pour pouvoir justement mieux estimer cette incertitude. Et ensuite, on a pu le voir, finalement, la largeur du pic du champ de corrélation peut être un bon proxy de la précision de notre mesure de déplacement et de notre mesure de vitesse. Donc, on pourrait l'utiliser un peu plus pour déterminer l'incertitude. Maintenant, des perspectives un peu plus larges. Nous, on s'est intéressé beaucoup à l'aspect vélocimétrie, mesure de vitesse, tout ce qui concerne l'orthorectification, notamment la calibration de caméra. On pourrait imaginer mener une étude plus approfondie, étudier les différents modèles, par exemple, qui sont utilisés pour la calibration de caméra, les différentes équations. Ensuite, on a vu qu'en utilisant des a priori physiques et des a priori des données qu'on a, on a pu améliorer la mesure par imagerie. Donc, on pourrait imaginer aller vers des méthodes plus complexes qui vont permettre de fusionner des données ou d'assimiler des données, justement, pour renforcer la robustesse de la mesure. Et on pourrait profiter des progrès de l'analyse d'image pour arriver à suivre, donc là, suivre un motif, même dans des conditions très difficiles. Donc, il y a différentes méthodes d'analyse de mouvement qui existent maintenant et on pourrait arriver à en profiter justement pour la mesure de vitesse en surface. Ensuite, il y a également les capteurs qui évoluent, avec notamment l'imagerie thermique qui permet d'avoir des images très contrastées, des figures de turbulence qui viennent éclore à la surface. Et donc, il pourrait être intéressant aussi d'aller dans cette direction. Voilà, je vous remercie pour votre attention.